Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Comme d'habitude, on va faire une preview du nouveau codex qui va bientôt sortir, à savoir le codex Astra Militarum, anciennement Garde Impériale. Alors maintenant on commence à être rodé sur le format des codex, c'est-à-dire que là on retrouve toujours sur cette page de garde un dessin qu'on va retrouver après plus tard en version coloriée. Ensuite, toujours une sorte de logo, logotypé. Donc là, on voit bien que la garde impériale, c'est beaucoup de régiments, beaucoup de bannières et surtout beaucoup de gros canons. Alors, on voit le sommaire. Donc, marteau de l'empereur, ça va être évidemment la présentation de tout ce qui constitue la garde impériale. Couleur régimentaire. Donc là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de pages. Donc ça va être tout ce qui est photo. Les soldats de l'Imperium, donc ça va être évidemment les règles, donc les règles de chacune des unités qui sont dans ce codex. Et en fait, rempart de l'humanité, c'est tout ce qui est un petit peu bonus. Donc ça, c'est le bonus par rapport à l'index. Donc c'est-à-dire les doctrines, les stratagèmes, les pouvoirs psychiques, les traits de seigneur de guerre et les objectifs tactiques. Alors l'introduction, ça c'est toujours classique. On vous dit pourquoi la garde impériale c'est la meilleure armée pour jouer à Warhammer 40 000. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça vous donne en fait une idée, c'est-à-dire que si vous lisez en fait cette partie-là, vous avez déjà une bonne vision de ce que ça va être l'armée et quand vous débutez, je pense que ça peut être plutôt pas mal. On retrouve donc cette fabuleuse image, donc ça c'est une image qui était assez connue, on voit donc l'alliance entre justement le culte Mechanicus qu'on a vu récemment et puis la garde impériale, enfin l'Astra Militarum, je vais peut-être dire garde impériale souvent parce que j'ai vraiment l'habitude de dire garde impériale. Avec des sentinelles, les titans, les vaisseaux spatiaux en hauteur. Bon, ça manque peut-être un petit peu de blindés, j'aurais bien vu dans cette image un petit peu plus de blindés pour voir que la garde impériale, c'est aussi des chars. Alors on va voir un petit peu la création de l'Astra Militarum, donc la garde impériale. Alors au début, vous savez, l'empereur il lançait sa grande croisade et c'était surtout en fait avec l'Adeptus Astartes, c'est-à-dire l'espèce marine, et il s'est vite aperçu qu'à force de conquête, il allait manquer en fait de troupes et c'est pour ça en fait qu'il a décidé de créer la garde impériale. Et la garde impériale à l'époque, c'était vraiment une force très puissante qui alliait tous les rouages en fait du marteau de l'empereur, c'est-à-dire vous aviez et la flotte, et les vaisseaux, et les transports, et tout ça faisait en fait une grande armée qui s'appelait l'armée impériale tout simplement. Après bien sûr, avec les événements de l'hérésie d'Horus, on a décidé en fait de réduire à chaque fois les armées pour pas qu'un individu se retrouve à la tête d'une armée trop puissante, et c'est à ce moment-là qu'a été créé en fait l'Astra Militarum. Alors après, il vous explique que dans les rouages de l'Imperium, c'est très compliqué d'organiser une telle force, qu'il y a tellement de milliards et de milliards d'individus qui doivent être envoyés au front, de choses de gestion, que c'est tellement compliqué que souvent les appels de renforts ne sont traités qu'une dizaine d'années après, et que bien souvent, quand les renforts arrivent, ou quand la demande de munitions arrive, ou la demande de fuel, eh bien la guerre est déjà terminée, vaincue ou gagnée, mais... Et voilà, ça représente bien la difficulté de communication dans une galaxie quand même, parce que là on est à l'échelle de la galaxie, il ne faut pas l'oublier. Alors le recrutement de la garde impériale, le recrutement en fait c'est la dîme, c'est ce qu'on va appeler la dîme. Donc si vous avez déjà vu en fait des images où vous voyez en fait une planète, genre par exemple Cadia ou n'importe quoi, à chaque fois vous avez le niveau de dîme. Et en fait la dîme c'est les impôts, et les impôts c'est pas une valeur financière, mais en fait la première valeur de l'impérium c'est sa population. Donc 1/10 en fait des troupes ou des armées levées sur chaque planète doivent être allouées à la garde impériale tous les ans à chaque fois. Et c'est là-dessus qu'on va juger en fait les gouvernements planétaires. Donc ce qu'on vous explique, c'est qu'un gouverneur planétaire, c'est-à-dire celui qui va diriger en fait la planète, il peut le faire comme il l'entend. La seule chose qu'il doit respecter, c'est bien sûr la loi impériale, donc de ne pas être contre l'impérium, bien sûr, mais surtout respecter la dîme. S'il respecte la dîme, tout va bien. Après, il peut être despote ou gentilhomme, enfin peu importe, la seule chose vraiment importante, c'est respecter la dîme. Et s'il ne respecte pas, ou si les troupes sont de moins bonne qualité, il est simplement exécuté directement. Donc ça nous explique que à chaque fois, les armées qui sont envoyées donc à l'Astra Militarum sont les troupes les plus efficaces de chaque planète, ce qui garantit d'avoir une armée assez efficace. Donc après on vous explique aussi que au fur et à mesure, quand il y a une planète qui se fait attaquer, c'est d'abord en fait la garde permanente qui est d'astreinte en fait sur la planète qui va devoir la défendre, et qu'au fur et à mesure, si l'attaque persiste et que l'impérium ne réussit pas à gagner, il y a de plus en plus de demandes de renforts qui sont envoyées, et de plus en plus de troupes qui sont envoyées pour noyer en fait l'ennemi sous le nombre. Parce que la force de la garde impériale, c'est le nombre justement.
Donc après, on va vous présenter un petit peu comment est constituée une compagnie, donc compagnie d'infanterie, avec différents pelotons. Au sein de chaque peloton, vous avez toujours les QG, enfin les escouades de commandement. Ça, vous êtes habitués, ça ressemble à ce qu'on va retrouver dans une armée contemporaine de notre époque. Ensuite, compagnie blindée, donc là vous avez à chaque fois des escadrons de 3 Lehman Russ, et puis un tank commander. Alors la Leptus Ministorum, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les prêtres. C'est les prêtres qui sont là pour justement encourager les soldats de la garde impériale à toujours se battre. Et ce qu'on vous explique, et ce qui est assez intéressant, c'est que les personnes qui sont envoyées justement sur la garde impériale, elles savent qu'elles reverront jamais leur planète, qu'elles reviendront jamais chez elles et qu'elles reverront jamais leur famille. Et souvent, elles sont un petit peu en détresse. Et c'est justement là où la foi impériale justement vient pour les rattacher en fait à quelque chose de fort, à quelque chose surtout qui est utile à l'impérium de l'humanité. Ensuite, le Mechanicus, évidemment. Donc, il y a beaucoup de liens entre le Mechanicus et puis l'armée impériale, parce que c'est uniquement, en fait, les prêtres du Mechanicus qui peuvent réparer et entretenir, en fait, le matériel de la garde impériale. Ensuite, un petit passage sur les auxiliaires. Donc, les auxiliaires, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est Ogryn et Ratling, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle les abhumains. Donc, c'est des humains qui ont subi des modifications et qui ont été retrouvés lors de la Grande Croisade, et qui ne se sont pas fait éradiquer par la Grande Croisade, justement. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des compétences utiles. Et automatiquement, quand on a des compétences un petit peu utiles, les petites différences sont tolérées, et on utilise en fait vos capacités au sein de la garde impériale. Ensuite, on vous parle aussi des psycheurs, parce que dans la garde impériale, vous avez aussi des psycheurs d'un bon niveau, en fait, parce qu'il faut savoir que tous les petits psycheurs sont envoyés, enfin, tous les psycheurs, dès qu'ils sont détectés, sont envoyés sur Terra pour être jugés, et à ce moment-là, soit ils rejoignent, en fait, le trône de l'empereur, donc pour alimenter, en fait, l'esprit de l'empereur, soit alimenter l'Astronomicon. Donc ça, à chaque fois, on sait qu'ils vont être consumés, hein, l'un comme l'autre, ils sont dévorés, en fait. Et l'autre possibilité, c'est revenir sur le terrain en tant que... alors, plusieurs possibilités, hein, soit membre de l'Astra Telepathica, c'est-à-dire en fait ceux qui vont permettre de communiquer à travers les distances très grandes pour faire passer les messages, ou alors tout simplement un psycheur sur le champ de bataille pour utiliser ses pouvoirs psychiques pour aider son régiment. Donc vous avez ça là, on représente un petit peu tous les aspects qu'on peut retrouver. Il y a aussi les commissaires. Alors les commissaires, eux, ils sont toujours indépendants vis-à-vis du régiment dans lequel ils sont incorporés. Ils viennent toujours d'une autre planète. Et puis ils sont là pour s'assurer, bien sûr, que la volonté de l'empereur est respectée. Donc l'Adeptus Mechanicus, la garde impériale, les psycheurs, voilà. Donc là, on vous explique un petit peu l'organisation d'une armée de la garde impériale. Souvent, en fait, c'est plusieurs régiments qui sont spécialisés, c'est-à-dire vous avez des régiments d'infanterie légère, après des régiments d'infanterie mécanisée, des régiments d'artillerie, de détachements super lourds. Et en fait, à chaque fois, ce qui va se passer, c'est que le commandant, en fait, sur le champ de bataille, va demander des renforts, mais avec les caprices du Warp, il est jamais sûr de savoir ce qu'il va réceptionner, en fait. Et donc, il est toujours contraint de demander plus que ce dont il a besoin pour gagner, parce que peut-être qu'un vaisseau va être perdu, peut-être qu'un vaisseau va arriver beaucoup trop tard ou à un autre endroit dans la galaxie. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas une doctrine toujours respectée, un peu comme ce qu'on peut trouver dans le codex Astartes, où tout est toujours prévu et où tout se passe plus ou moins au début lors du déploiement comme ça a été prévu. Là, le commandant, il va faire avec ce qu'il a reçu. Donc du coup, vous allez trouver toujours une composition de différentes forces. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'il vous explique que quoi qu'il arrive, chaque régiment en fait va être homogène et en termes de puissance. C'est-à-dire que, quels que soient les régiments, que ce soit un régiment d'artillerie ou un régiment d'infanterie, ils vont avoir une force équivalente pour permettre justement de gérer plus facilement une polyvalence sur le champ de bataille. Alors, on retrouve toujours cette fameuse carte de la galaxie de guerre, donc avec la cicatrice maledictum, bien sûr Terra et Mars au centre. C'est vrai qu'au final, je me pose la question là maintenant, mais je me dis, bon, qu'est-ce qui empêche au final une translation Warp dans ce coin-là et une grosse armée qui vient justement venir proche de Terra? Hormis le fait que ce serait compliqué à gérer en termes de fluff, techniquement parlant, bon, pourquoi pas, ça peut être un sujet intéressant si vous avez envie d'en débattre dans les commentaires. Alors maintenant on va vous parler des différentes planètes, enfin les planètes majeures. Donc la première, Cadia, évidemment. Donc c'est celle qui a l'ensemble de sa population. En fait, il n'y a pas de... Sur Cadia, vous êtes soldat ou vous n'existez pas en fait. Tout le monde est soldat, que ce soit homme, enfant ou... Dès le plus jeune âge, je sais plus quel âge y mettre, vers 4 ans, ça y est, vous savez monter un pistolet laser ou un fusil laser. Vous savez vous battre, vous êtes un soldat efficace. Donc Cadia en fait est tellement efficace que souvent on va retrouver son type d'organisation militaire dans d'autres planètes. Et c'est pour ça que souvent vous allez retrouver
en fait le même uniforme et le même système d'équipement sur deux planètes qui ne sont pas forcément celles de Cadia. Alors après, avec Gathering Storm, avec la suite de ce qui s'est passé, vous savez que Cadia en fait est tombé, et ce qu'on vous explique, c'est que même si Cadia est tombé, en fait, il y a tellement de régiments de Cadiens qui ont été envoyés dans toute la galaxie, c'est que vous allez souvent trouver en fait un régiment de Cadiens qui se bat en fait au sein d'une armée. Et comme ils sont vraiment l'image référence, ils vont souvent transmettre en fait leur doctrine, leur façon de se battre aux autres factions, enfin aux autres régiments qui sont avec eux. Ce qui fait qu'au final, vous allez retrouver toujours des Cadiens un peu partout. Et au contraire, ils sont d'autant plus déterminés maintenant que leur planète a été aspirée par le Warp. Ensuite, Catachan, vous voyez, qui vient en deuxième place. Donc ça, c'est quelque chose en fait qui est assez voulu, hein, qui est assez mis en avant. C'est-à-dire, on va retrouver... c'est vraiment le top 2 en fait. Vous avez Cadia, vous avez Catachan, et c'est vrai que comme les figurines existent, à un moment donné, c'est vrai qu'ils avaient peut-être un petit peu laissé de côté l'armée Catachan, mais là on voit bien que la volonté c'est de faire jouer en fait des Catachans. Donc on vous explique que c'est tous un peu, bon on va faire simple, hein, c'est un peu tous des Rambo, ils sont dans une des planètes les plus difficiles, rien que survivre c'est du mérite, c'est qu'ils sont vraiment exceptionnels, donc il y a une telle sélection naturelle que n'importe quel enfant que vous prenez de Catachan sera un combattant exceptionnel, et du coup ça vous en fait des superbes unités pour aller justement sur le champ de bataille, pour aller se battre. Donc après on vous apprend aussi que Catachan, il y a un fort souci d'indépendance en fait, et que souvent les commissaires en garnison sur Catachan, il leur arrive souvent des petites bricoles, des petits accidents, un peu plus qu'ailleurs, donc on retrouve ce côté un petit peu franc-tireur insoumis mais très efficace. Ensuite Armageddon, c'est un monde qui est tout le temps en guerre, qui se bat et contre les orques et contre le chaos, maintenant que la cicatrice Maledictum est encore là. Donc Armageddon, c'est un monde ruche, donc sur lequel vous avez une pollution qui rend la surface de la planète inhospitalière, un peu comme beaucoup de planètes, hein, vous verrez. Il n'y a pas beaucoup de mondes verdoyants dans l'Imperium. Donc Armageddon, ils sont assez spécialisés en guerre mécanisée en fait. C'est-à-dire que comme ils produisent eux-mêmes beaucoup de chimères, et bien à force de produire, ils se retrouvent à être aux premières places, hein, simplement pour les utiliser. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle en fait la Steel Légion, c'était des unités qui sont lourdement mécanisées, et vous avez souvent une chimère à chaque fois pour chaque groupe d'infanterie. Vostroya, qui étaient aussi des figurines qui étaient sorties à une époque, donc des figurines qui étaient assez bien travaillées, avec une symbolique un petit peu ruskov, on va dire. Vous avez, ou prussienne, vous voyez le style, hein, à chaque fois on va retrouver les vareuses, comment ça s'appelle, les bonnets, les kashka, je ne sais pas. Mais bon, vous voyez les gros bonnets de laine. Alors Vostroya, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant l'hérésie d'Horus, on avait demandé à Vostroya d'envoyer toujours plus, en fait, de personnel. Et en fait, le gouverneur planétaire avait choisi de plutôt continuer la fabrication. En fait, il voulait pas faire baisser son niveau de production d'armement. Et donc, du coup, il a refusé d'envoyer justement des Vostroyens pour aller combattre. Et on vous apprend que ça, c'est un passif qui est très lourd à porter pour tous les habitants de Vostroya, et qu'ils se battent en fait pour racheter leur honneur, et qu'ils sont toujours prêts à aller combattre, et que pour eux c'est un très grand honneur d'aller justement se battre pour compenser en fait ce manquement. Voilà, un formidable monde pour passer le sport d'hiver. Donc c'est un monde où un astéroïde en fait a percuté la planète, ce qui fait que d'une belle planète verdoyante, on est passé à une zone complètement inhospitalière où les habitants se retrouvent à vivre dans des grottes, à manger les champignons, et donc du coup ça en a fait des gens très ternes et très froids. Et on raconte souvent que les gens qui vivent là-bas ont le sang froid, ont de la glace qui leur coule dans les veines, et se fichent un petit peu de la vie humaine, apportent très peu d'importance à leur survie même, et donc c'est en fait des combattants très déterminés sur le champ de bataille. Talarn, eux, c'est le chaud, donc à l'inverse de la planète glaciaire, là vous avez la planète désertique. Donc ce qui s'est passé, c'est que suite aux guerres, en fait, la planète a été complètement... c'est pareil, hein, complètement... alors comment on va dire ça, mais détruite, plus ou moins, c'est-à-dire que c'est plus qu'un immense champ de sable. Là aussi, pour survivre, faut s'enterrer. Et en fait, donc les Talarn, eux, sont très habitués justement à tout ce qui est mécanisé aussi, pour se balader en fait à la surface.
Et les Tallards, eux, sont spécialisés aussi dans tout ce qui est guerre d'usure, en fait. Donc, sont les tirailleurs qui peuvent prendre l'armée ennemie, en fait, à revers. On les utilise souvent pour ce genre de technique. Et on va dire qu'ils sont très doués pour tout ce qui est guerre d'usure. Enfin, pas guerre d'usure, mais enfin, tout ce qui est guérilla, en fait. Alors ensuite, je vais pas tout détailler, hein, on va retrouver les Mordians, c'est classique. Bon, tout ça, je vais pas le détailler parce que c'est vrai que je vais essayer d'équilibrer un petit peu plus entre la partie fluff et la partie règle. Donc ici, quand même, on parle quand même du Tanit, hein, qui a été largement décrit, hein, dans la série Les Fantômes de Gaunt, hein, qui est une série de romans. Alors je sais pas combien de romans, mais il y en a bien une petite dizaine. Et donc du coup, c'est un des régiments fétiches, en fait. Donc voilà, on va passer. Là, c'est pareil. Je vous laisse apprécier les conversions. Bon, on verra après ces régiments de toute façon en figurine. Alors là, on va retrouver en fait tout ce qui est historique. Donc toujours un peu la même chose, hein. On vous reparle du règne de sang, toute l'époque de la Grande Croisade, les conquêtes. Alors bien sûr, il y a tout un passage sur Macarius. Macarius, vous savez, c'était le... Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a certains moments où, en fait, on désigne un nouveau maître de guerre. C'est-à-dire, c'est la personne qui arrive en numéro 2 après l'empereur. Et cette personne-là est chargée de tout ce qui est, justement, décision militaire au sein de l'impérium. Et en fait, on n'utilise plus trop, en fait, le terme de maître de guerre, justement, par rapport à Horus. Et en fait, maintenant, on utilise plutôt le commandeur solaire. Et le commandeur solaire le plus éminent, c'était justement Macarius, qui a mené une grande croisade et qui a permis d'unifier, de retrouver ou de coloniser une grande partie de l'espace de l'Imperium, conquête macarienne. Voilà. Alors ensuite, on vous parle un peu des croisades Damoclès, pour remettre un petit peu les taux, on parle des guerres tyrannides. Là, on arrive à des choses un petit peu plus récentes maintenant, donc avec la 13e croisade noire. Donc on vous rappelle un petit peu tous les événements de la chute de Cadia, avec Ursakar Creed justement qui a été disparu, la planète de Cadia qui a été perdue, et les forces justement de l'Imperium qui ont été un petit peu mises à mal justement par la cicatrice Maledictum. Pourquoi? Parce qu'en fait elle a coupé la galaxie en deux, donc l'Imperium en deux, et elle a coupé en fait surtout les mondes éloignés de l'Astronomicane de sa lueur. Et sans les lueurs de l'Astronomicane, on peut pas voyager dans le Warp, enfin sans risque, et donc du coup ça a créé beaucoup de difficultés pour justement une armée comme la Garde impériale qui a besoin de se synchroniser, qui a besoin de faire venir toujours des renforts. Et c'est pour ça que c'est une période assez difficile. Malgré tout, Cadia résiste, c'est-à-dire que réparti sur l'ensemble de la galaxie, tout le monde se bat et essaie justement de lutter pour la survie de l'humanité. Donc là, une illustration assez connue pour les anciens joueurs, où on voit, hein, toutes ces troupes, hein, qui débarquent au fur et à mesure. Alors là, je vais passer un petit peu plus rapidement. On vous détaille, bien sûr, comme à chaque fois maintenant dans les codex, c'est-à-dire une partie un petit peu fluffique sur chacune des unités que vous allez retrouver. Donc le commandeur, le tank commandeur. Donc ça, c'est pas mal, hein. Maintenant ça a été vraiment implémenté. Vous pouvez avoir une armée vraiment mécanisée et votre commandeur qui se retrouve à l'intérieur d'un Leman Russ. C'est plutôt sympa. Platoon Commander Infanterie Squad, donc ça c'est assez classique, hein, c'est le corps de la garde impériale. Alors on vous parle un petit peu des conscrits qui sont, on va dire, les boucliers blancs, c'est comme ça qu'ils sont appelés. C'est justement les plus jeunes en fait, ceux qui viennent d'être recrutés dans leur première affectation. Heavy Weapon Squad, les vétérans. Donc les vétérans, c'est assez difficile, hein, d'être vétéran. Et après, il faut se rendre compte aussi qu'un vétéran au sein de la garde impériale, c'est quand même quelqu'un qui, avant le recrutement, était quand même assez costaud, assez balèze, hein, suffisamment pour rejoindre la garde impériale, qui ensuite a été sélectionné pour être envoyé dans des zones de guerre et qui, au fur et à mesure, a su survivre. Donc ça fait partie, à l'exception de l'Astratus astartes, une espèce marine, dans les humains non modifiés génétiquement, on est quand même sur du top, hein, faut se rendre compte, hein. Alors après, c'est sûr qu'en termes de jeu, ça reste la garde impériale, c'est pas très impressionnant, mais pour un humain de base non modifié, c'est quand même pas mal. Alors la chimère, Chimera, pardon, le Taurox Prime, qui est un petit peu différent, on va le voir dans les règles, les Sentinelles, le Elune et ses différentes versions, Devil Dog et Benwolf, l'artillerie,
Donc l'artillerie, il y a moins de choses que ce qu'il y avait à un moment donné. En fait, on va retrouver surtout le basilic. Donc pas de Médusa, pas de Colossus, enfin pas de choses comme ça. On va rester sur du très classique. Donc typiquement, on va retrouver la basilic, le wyvern, et c'est tout, quasiment. Alors l'hydra spécialisée dans la lutte anti-aviation, le manticore, le Death Strike. Death Strike, on détaillera un petit peu ses règles, parce que c'est vrai que c'est une unité qui est assez emblématique, et où on imagine, on fantasme en fait sur ses compétences et sur son utilisation. On verra si dans les règles c'est respecté ou pas. Alors le véhicule le plus emblématique, évidemment, le char Lehman-Ross, qui est vraiment ce qu'on va retrouver en fait le plus et qui va être le plus efficace au sein de la garde impériale, donc standardisé avec différentes variations. On verra un petit peu dans les règles aussi les différentes tourelles. Alors cette fois-ci, les chars super lourds sont directement intégrés au codex, pas besoin d'avoir une autre publication, ce qui est pas plus mal. Et on va vous détailler un petit peu comment ça se passe à l'intérieur en fait d'un monstre d'acier tel que lui. Alors là, on a toutes les variantes qui ont été introduites. Nous voilà dans le nouveau kit, dans le kit qui a été... En fait, avant, souvent, vous aviez, alors dans l'historique, hop, petit rappel, vous aviez d'abord le Baneblade qui était sorti chez Forge World. Après, il y avait la version Shadow Sword, qui est ici, aussi chez Forge World. Et au fur et à mesure, après, il y a d'autres versions qui sont apparues. Et avec le kit plastique, donc il y a eu d'abord un premier kit plastique de Baneblade, et après un deuxième qui permettait de monter tout ce qui est Stormlord, Doomhammer, en fait, où on a une capacité de transport à l'arrière, et où la tourelle est avancée pour changer un petit peu le look. Alors maintenant, si je dis pas de bêtises, vous avez qu'une seule boîte qui permet de faire toutes les variantes, donc ce qui est plutôt pas mal en termes de modularité. Je pense qu'on est même sur l'unité la boîte qui permet de monter le plus d'unités différentes. On fait un petit jeu, est-ce que c'est vrai? Moi je pense que oui. Si on compte pas des gardes impériaux, vous pouvez transformer en tout et n'importe quoi, bien sûr. Alors, Creed. Donc Creed a disparu, mais il est quand même dans le codex, c'est-à-dire que vous pouvez quand même le jouer, donc on imagine que vous jouez à une époque qui est un petit peu... antérieure en fait aux derniers événements en fait. Le Knight Commander Pask, donc ça vous savez, lui c'est le spécialiste du Lehman-Russ et de la guerre mécanisée. Alors on remet Katasha en avant et du coup avec ses personnages emblématiques. Donc non, ils ne sont pas tous. Je sais que vous pensez tous à Sly Marbo. Non, on n'aura pas droit à Sly Marbo, on aura Straken et Harker en fait. Donc Straken, c'est celui qui a un bras bionique, qui est assez fort, on verra ça. Harker, c'est celui qui a un gros bolter lourd qui s'appelle Payback. Ensuite, guerrier de la foi. Donc là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les prêtres, les crusaders. Donc pas d'image de crusaders, mais vous savez, c'est les chevaliers, ceux qui portent une épée et puis un bouclier. Alors ensuite, serviteur de l'Omni-Messie, évidemment, ça va être tout ce qui est Adeptus Mechanicus. Donc vous allez avoir les prêtres qui s'occupent de réparer justement tout ce qui est véhicule sur le champ de bataille. Ensuite, Midtown Tempestus, donc ça c'est tout ce qui est unité d'élite, donc les Sions. Ça c'est des unités qui sont vraiment les spécialistes de la garde impériale. Donc ça peut être une armée complètement à part, c'est-à-dire une force vraiment d'élite, ou ça peut être justement des petites escouades qui viennent avec justement des gros régiments de garde impériale. Donc on va retrouver la Valkyrie qui est assez emblématique, transport aérien, qui permet justement de faire des assauts aériens. Pas de vulture dans ce... Pas de Vendetta non plus, le Vendetta a disparu a priori. Ensuite, les commissaires, donc petite explication de qui ils sont, pourquoi ils sont là. Vous avez aussi des lords commissaires qui eux peuvent directement diriger en fait des armées. Commissaire Yarick, c'est un commissaire emblématique qui se base sur Armageddon, qui a piqué la griffe de Gaskell. Alors les The Green et Bulgreen, leur variante un petit peu plus blindée. Norgdidog est une sorte de green spécialisée pour la protection, une sorte de super garde du corps. Alors les Ratling aussi, spécialisés dans le sniping, Primaris Psyker, donc ça des psycheurs de haut rang, donc ils sont plus compétents que les autres psycheurs dont j'ai oublié le nom, mais on va le retrouver, voilà. Les Weird Van Psyker, eux ils sont en petite escouade, et puis ils agissent ensemble pour faire leur petit pouvoir. Donc conseiller régimentaire, ça va être tout ce qui est les astropathes, les officiers spécialisés, et vous verrez qu'ils ont une bonne place dans ce codex. Enfin moi je trouve ça assez bien. Alors les couleurs régimentaires, donc on va retrouver en fait des photos, des figurines. Donc là c'est pareil, il n'y a pas vraiment de nouveautés. Je me suis demandé peut-être s'il y avait eu quelques figurines repeintes, je ne sais pas, mais bon pas grand chose de neuf. Ce
qui va être peut-être un petit peu intéressant, c'est ces photos comme ça, mises en situation, qui sont pas mal. Voilà, ça c'est pas mal aussi, ça vous montre en fait que la garde impériale c'est quand même très diversifié, que vous n'allez pas forcément trouver que des uniformes cadiens, donc là des petites conversions qui avaient été faites. Assez original. Vostroya, donc ensuite comment démarrer une armée, donc ça c'est les start collecting. Il y a 2 start collecting pour l'Astra Militarum, une avec des Sions, enfin les Tempestus, et puis une avec la classique, le Lehman Russ, le commissaire. Et ensuite, ce vers quoi vous pouvez vouloir tendre pour améliorer votre armée de l'Astra Militarum. Donc avec beaucoup de véhicules. Hein. Allez-y, achetez. Alors, on arrive dans les règles. Donc les règles, la grande spécialité de l'Astra Militarum, c'est justement les ordres. Alors les ordres, comment ça se passe? Il suffit que vous ayez un officier, donc quelqu'un qui a la capacité ordre verbal, et il peut donner un ordre, donc un de ceux-là, à une unité qui se retrouve à 6 pouces de lui. Donc ça peut être n'importe quelle unité de son propre régiment, donc ça peut être un véhicule. Enfin, on verra plus tard qu'il y a des ordres spéciaux pour les véhicules, mais il n'y a pas vraiment de restrictions tant que ça fait partie du régiment. Alors, c'est souvent des choses de tir. Qu'est-ce qu'on va voir? Alors, petite précision, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire un jet de dés ou quoi que ce soit, c'est automatique. Hein. Donc, en joue, relancez les jets de touche de 1 pour toutes les figurines de l'unité ayant reçu cet ordre jusqu'à la fin de la phase. Plutôt pas mal. Ensuite, les armes tir rapide deviennent tir rapide 2. Relancez les jets de blessure de 1 pour toutes les figurines de l'unité. Donc là aussi, là on est dans ce qu'on peut retrouver avec les capacités classiques chez les Space Marines ou les Space Marines du Chaos, avec les commandants qui donnent justement cette capacité. Donc là, on retrouve un peu ce système, sauf que c'est un petit peu plus polyvalent au final, donc c'est pas plus mal. Ensuite, une capacité qui permet de tirer même quand on a fait une avance dans cette phase. Vous pouvez tirer même si vous avez battu en retraite. Vous voyez, il y a pas mal de choses qui permettent justement de rendre l'armée assez polyvalente. Donc ça va être beaucoup de choses de tir. Hein. La garde impériale n'est pas là pour aller au corps à corps, elle est là pour détruire ses ennemis au tir. Par contre, vous pouvez avoir une capacité de redéploiement avec celle-ci, vous pouvez refaire une phase de mouvement, mais pas chargée à ce tour-là. Et ensuite, le dernier, c'est si une unité est à 1 pouce ou moins, elle peut effectuer une phase de combat. Donc ça peut être sympa d'avoir une autre phase de combat. Bon, c'est pas forcément... Alors ça va être avec certaines unités bien spécialisées, peut-être des ogrines ou ce genre de choses. Ensuite, vous avez les ordres régimentaires. Donc les ordres régimentaires, c'est si vous avez choisi un des régiments, on va dire classiques, Cadillac, Attachant, Vahalan, etc. Vous allez justement pouvoir utiliser un ordre spécifique qui leur est réservé. Donc je ne vais pas non plus là tout détailler, ce sera un petit peu trop long. Alors on va regarder en fait tous les choix QG qu'on peut avoir. Donc Lord Castellan Creed, donc ça c'est le personnage. Là aussi, si vous le jouez, vous êtes obligé de jouer Cadian, Cadian. Donc vous ne pouvez pas tout mélanger. Sinon, vous pouvez aussi avoir un commandeur assez classique. Donc là, je pense qu'il y a un petit bug quand on lit la capacité commandement suprême. L'aptitude commandement verbal du Lord Castellan Creed a une portée de 12 et elle peut utiliser lors de chacun de vos tours. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Et résolvez les effets du premier ordre avant de donner le deuxième, puis le troisième. Donc on en déduit automatiquement que Creed peut donner 3 ordres par tour. Petite coquille, je pense, qui sera corrigée dans les facs. Alors, le Tank Commander, donc ça c'est plutôt pas mal. Pourquoi déjà? Parce que vous avez donc accès à des ordres spéciaux de chars. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Au lieu de tirer à cette phase, la figurine peut se déplacer comme en phase de mouvement. Elle doit avancer lors de ce mouvement et ne pas déclarer de charge à ce tour. Alors, avancer, c'est toujours traître. Vous savez, c'est la course. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de rajouter un dé en plus lors de votre phase de mouvement. Ensuite, relanger les jets de touche de 1 de la figurine jusqu'à la fin de la phase, ce qui peut être là aussi pas mal, parce que les Lehman Russ, c'est quand même une grosse plateforme d'armes de tir. Et feu et fumée, ça vous permet en fait d'utiliser vos fumigènes et de pouvoir tirer dans le même tour. Alors tant qu'on est sur le Lehman Russ, on a la règle avance implacable que je ne vous ai pas détaillée, mais ça dit simplement que si vous bougez de moins de la moitié de votre mouvement classique, donc s'il est intact, 10 pouces, ça veut dire si vous bougez de moins de 5, vous avez le droit de tirer 2 fois sur la même cible avec votre arme en tourelle. Donc les armes en tourelle, ça va être le Nova Eradicator, le Demolisher, le Gatling Punisher, donc ça vous fait du lourd 40, ça commence à envoyer. Donc surtout quand vous avez une bonne CT, ou avec Pasque par exemple, qui lui a une CT de 2+, donc vous pouvez envoyer 40 tirs à 2+, vous débrouiller pour peut-être relancer les 1 pour blesser, genre de choses.
Bon, pas mal de possibilités, et je pense que les Manos, la volonté, c'est vraiment de le booster un petit peu pour pouvoir le revoir assez souvent dans l'armée de garde impériale. Alors, les commissaires... Straken, on peut détailler un petit peu Straken. Straken qui, lui, a une force de 6, une capacité de combat de 2+, et 4 attaques, ce qui fait qu'au corps à corps, il peut quand même se débrouiller pas mal. Hein. Vous voyez, son bras biolique, c'est donc force utilisateur, force 6, PA-1 et 2 dommages. Donc, sachant qu'en plus, il a une petite capacité... voilà, ici, il a acier froid et courage de fer, donc toutes les figurines des unités attachant amis à 6 pouces, au début de la phase de combat, peuvent effectuer une attaque supplémentaire à chaque fois qu'elles combattent lors de cette phase. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors pour finir avec les QG, on a le Primaris Psyker, qui est un Psyker un petit peu plus puissant, enfin un petit peu plus puissant, un Psyker un petit peu plus puissant que les escouades qu'on va trouver plus tard, vous allez voir pourquoi. Donc les infanteries squad, les conscrits. Alors les conscrits là maintenant ils sont un petit peu nerfés parce qu'ils sont limités à 30 maximum, donc on peut plus faire des pavés immenses. Et surtout ils ont la capacité Bleuzaï, ce qui fait que quand ils prennent un ordre, ils l'acceptent que sur un 4+. Donc ça veut dire une chance sur 2 que votre ordre ne passe pas. C'est pour nerfer un petit peu les unités de conscrits, hein. C'est ce qu'on a vu beaucoup dans les listes de tournois en ce moment. On va voir si ça va suffire ou pas à changer un petit peu la donne. Donc pour finir avec les choix de troupes, vous avez ensuite les Mitaum Tempestus Sion. Donc vous savez, hein, les unités un petit peu d'élite, avec leur CT à 3+, et surtout leurs fusils radiant laser qui, eux, sont tir rapide 18 pouces, et surtout moins 2 en pénétration, donc ce qui est pas mal. Alors ici une petite spécialité, un petit Master of Ordnance qui est plutôt sympa. Donc il a une capacité d'envoyer ce qu'on appelait le barrage d'artillerie, tout simplement. Lourde D6, il peut l'utiliser qu'une seule fois dans la bataille, et là vous dites bah oui mais une fois qu'il l'a utilisé il est perdu, et non parce qu'en fait il a une petite règle spéciale, vous pouvez relancer les jets de touche de 1 des Basilic, Wyvern, Manticore et Death Strike lorsqu'il vise des unités ennemies à plus de 36 pouces en phase de tir, tant qu'il se trouve à 6 pouces de cette figurine. Ce qui fait que du coup, le Master of Ordnance, vous le laissez à côté, il a donc sa capacité qui est plutôt pas mal, si vous avez 2 points que ne savez pas quoi en faire, et si votre armée comprend des Basilic, des Wyvern, enfin de l'artillerie, vous avez en plus cette capacité-là qui est plutôt pas mal. Là j'allais parler de Creed, hein. Creed, bon, il a disparu lors de la défaite de Cadia. Par contre, Kel, lui on est sûr, hein, il est décédé, mais bon, vous pouvez quand même le jouer, donc bien sûr hein, chez Cadia. Donc on va retrouver les escouades de vétérans, les Specialist Weapons, donc ça c'est des escouades où vous pouvez avoir 3 armes spéciales directement, donc ça peut être sympa avec des lance-flammes, des choses comme ça. Alors ici ce qu'on va retrouver, les Crusaders, donc ça c'est une unité vraiment spécialisée au corps à corps. Donc moi ce qui m'a étonné un petit peu c'est les actes de foi. Alors les actes de foi je pense que ça c'est fait pour coller aux différents actes de foi qu'on va pouvoir retrouver, par exemple c'est les sorts de bataille. Pourquoi? Parce que vous avez guidage divin, l'unité peut immédiatement tirer comme si c'était la phase de tir. Ça tombe bien, ils n'ont pas d'armes de tir, et comme en fait on peut pas du tout les équiper d'armes de tir, je pense que c'est peut-être une sorte de vision du futur, de peut-être... alors j'ai pas eu le temps de vérifier hein, si c'était dans les index avec les sorts de bataille déjà, mais bon voilà, une capacité peut-être qui sera utilisée, qui sera commune à toutes les unités qui ont acte de foi. Et donc les Crusaders, c'est une escouade qui peut aller jusqu'à 10 figurines, donc 10 figurines équipées d'épées énergétiques, donc la PA-3, une CC de 3+, 2 attaques, bon ça peut faire des surprises, parce qu'après ils ont une 3+ invulnérable en tant que sauvegarde, donc ça peut créer des surprises, ça peut enliser aussi un petit peu les unités ennemies. Donc on va retrouver les Tech Priest et les Servitors, exactement ce qu'on trouve dans le Codex Adeptus Mechanicus. L'officier de la flotte, lui, il a aussi un petit bonus, donc il a une demande de raid aérien, donc ça c'est pour cibler une unité. Vous jetez un D6, 1, 3, rien ne se passe, 4, 5, D3 blessures mortelles, et 6, 3 blessures mortelles. Et on peut le faire par contre qu'une seule fois par tour, même si on a plusieurs. Là, il y a eu pas mal de petites limitations comme ça, c'était pareil avec le maître de l'ordonnance. Même si vous avez plusieurs fois cette figurine, on peut l'utiliser qu'une fois, enfin, cette capacité de tir, on peut l'utiliser qu'une seule fois par tour. Et après, en général, c'est aussi une seule fois par bataille, ce qui fait que si vous voulez l'utiliser à tous les tours, il vous faut plusieurs officiers. Donc la petite escouade de Psyker. Alors la petite spécialité c'est le cœur mental, vous utilisez qu'un seul des 6 au lieu des 2 pour lancer vos pouvoirs, ce qui fait qu'on va avoir plus de mal à passer à un pouvoir comme Smith, mais en même temps c'est pour un point de puissance et pour éviter d'avoir du spam de 20 petits psycheurs qui vont tous lancer leur Smith et puis essayer que ça passe comme ça. Parce que là du coup comme vous lancez qu'un seul dé, c'est sur un 5+, ça va tout de suite être moins efficace.
On sent, enfin moi je sens dans ce codex qu'ils ont essayé quand même de nerfer un petit peu certaines choses, qu'ils ont pensé quand même à l'équilibrage. Donc après on verra ce que ça va donner hein, dans les listes de tournois. Mais en tout cas ils cherchent justement à équilibrer. Et ça c'est plutôt positif hein, je trouve. Donc les Ogreen, les Bullgreen. Donc l'Allgreen Bodyguard, lui, ça va être une figurine individuelle qui est là justement pour protéger. Parce que comme maintenant, en fait, il n'y a pas d'unité mix, du coup, c'est un personnage qui va se retrouver à côté d'un autre personnage, justement, pour pouvoir le protéger. Alors les Ratlings que certains aiment beaucoup, hein, qui affectionnent beaucoup certains joueurs de tournoi, notamment le TC, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver? L'ACT A3+, ce qui est pas mal. Ensuite leur arme 36 pouces lourd de 1, force 4, bon pas de pénétration. Par contre sur un 6 pour blesser, vous rajoutez une blessure mortelle, d'accord? Et surtout, petite capacité, vous pouvez cibler les personnages. Donc ça c'est quand même assez pratique justement quand vous avez un personnage, un petit commissaire par exemple qui va aider tous les conscrits qui sont autour, ou un petit typhus qui est là pour se protéger derrière son régiment de zombies. Bah voilà, les Ratlings ça peut faire le taf. Après ils ont une capacité assez amusante, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont tiré, ils peuvent bouger juste après. Et ils ont plus 2 à leur sauvegarde de couvert. Alors le Elune et ses différentes variations, donc voilà, canon chimique... ça, je vous laisse regarder. On va trouver donc les 2 types de sentinelles qui coûtent le même nombre de points de puissance. Donc après, il faudra voir en jeu égal avec le système de points en fonction de l'armement. Mais donc typiquement, vous avez endurance 5 pour la sentinelle de reconnaissance. Celle qui est armurée, endurance 6. Et par contre, là, vous avez la capacité de vous faire un petit mouvement de 9 pouces avant le début du premier tour, ce qui peut être pas mal. Ensuite, le soutien avec les escouades d'armes lourdes, le basilic. Alors, le basilic était une terreur, hein, fut-il un temps jadis en V3 par exemple. Là, je pense que ça a perdu quand même pas mal. Hein. Vous voyez, lourde D6, force 9, PA-3, dommage D3. Même si on lance le nombre d'attaques, cette arme est conservé le résultat le plus élevé, c'est lancer 2 dés pour le nombre d'attaques. Bon, vous allez faire en moyenne 4-5, certes, mais moi je vois plutôt ça comme une sorte de tir de canon laser placé, où vous pouvez même pas cibler, enfin si vous n'avez pas besoin de ligne de vue, mais par rapport à ce que c'était avant, attendez qu'il n'y a plus de gabarit maintenant, je trouve ça moins efficace que ce que ça pouvait être. Alors la Wyvern, est-ce qu'elle est aussi efficace que dans la précédente version? Donc son armement, lourde 4d6, donc en moyenne ça vous fait à peu près 14 tirs. 14 tirs, par contre, qui ne touchent pas automatiquement. Hein. Donc ça veut dire que comme vous avez une cité de 4+, sur ces 14 tirs en moyenne, vous n'allez avoir que 7 qui vont passer. 7 force 4, pas de pénétration, et vous pouvez relancer le jet pour blesser. Au final, je suis pas certain, alors après si on en spam beaucoup, peut-être pourquoi pas, mais... J'avoue que c'est nettement moins efficace que ce qu'on pouvait avoir avant avec les multiples galettes qu'on pouvait mettre, qui pouvaient toucher chacune 5 ou 6 figurines, avec touche automatique évidemment. Là, ça me semble quand même pas mal nerfé. Donc c'est pareil, on verra avec les listes de tournois. L'Hydra qui se retrouve bien dans son rôle anti-aérien, avec un petit bonus quand vous tirez sur les unités aériennes. Lourde 8, c'est quand même pas mal. Hein. Lourde 8, force 7, PA-1, dommage 2. Et par contre, évidemment, si vous voulez l'utiliser sur des cibles qui n'ont pas le mot-clé vol, là vous ostrayez 1, donc ce qui veut dire que c'est comme si vous avez une CT à 5+. Donc là, ce qui est nettement moins efficace, mais au moins elle a bien son rôle spécialisé. Alors le Manticore, je dois dire que c'est pas mal. Lourde 2d6, force 10, donc PA2, dommage D3. Donc bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir une ligne de vue pour faire ces tirs. On peut tirer qu'une seule roquette. Vous avez 4 roquettes, donc vous tirez que 4 fois dans la partie. Mais vous avez la bonne portée. Lourde 2d6, ça peut être pas mal. Et puis après, force 10, c'est bien. PA-2, dommage D3. Moi, je trouve que c'est pas mal comme unité. Moi, c'est une unité que j'ai envie d'essayer. Et donc, on arrive au Death Strike. Alors, le Death Strike, 200 pouces. Donc là, autant dire, vous couvrez toute la table. Lourde 3d6, ce qui est pas mal. Par contre, elle a une capacité un petit peu compliquée. C'est-à-dire que déjà, elle peut tirer qu'une seule fois. Après, il y a l'heure est proche. Vous pouvez tirer qu'une seule fois, mais ce sera sûrement pas au premier tour. Pourquoi? Parce que vous allez jeter un d6 et additionner le nombre du tour en cours. C'est-à-dire qu'au tour 1, ça fait 1. Donc 1 plus 6, ça fera maximum 7. Et il faut obtenir un résultat de 8
pour pouvoir tirer votre missile. C'est-à-dire que quand vous avez envie de tirer, vous tirez qu'une fois par partie, hein. Faut réussir à faire votre 8, c'est-à-dire que là, il vous donne, par exemple, au tour 3, il faut obtenir un 5+. 5+, c'est quand même difficile, donc il va falloir vraiment tarder. Donc l'adversaire, déjà, il peut complètement ignorer le Death Strike hein, pendant au moins 1 ou 2 tours. Et ensuite, une fois que ça aura tiré, donc ça met automatiquement une blessure mortelle. Une blessure mortelle quand vous touchez, hein, donc sur vos 3d6, on va dire que ça fait 10 tirs, il faut toucher à 4+, ça en fait plus que 5, donc vous mettez 5 blessures mortelles. Bon, c'est pas pour une unité qui va tirer qu'une seule fois, bon, avec un petit peu de chance, on sait pas. Après, on verra qu'il y a un stratagème qui la rend, à mon avis, plus utilisable et plus sympa, là, la grenade Vortex. Bon, après, faut voir sans le stratagème, je trouve que c'est pas très sexy, hein. Le Lehman Russ, donc là je vous ai déjà détaillé un petit peu sa capacité spéciale, l'avance implacable. Après je vous laisse lire toutes les armes, Chimère Thorax. Donc le Thorax qui est une bonne unité de transport, hein, qui est alors pas très endurant 6, mais il coûte pas très cher. Et donc pour les véhicules, je sais pas s'il y a beaucoup de véhicules qui coûtent si peu cher au final avec une capacité de transport. Il est équipé de 2 autocanons, donc ça vous fait quand même 4 tirs, force 7, PA-1, dommage 2. Et vous avez la variante Taurus Prime, qui lui va en plus avoir les missiles et surtout aussi une meilleure CT à 3+. Donc pour le prix d'une chimère en termes de points de puissance. Alors la Valkyrie qui a un bon petit missile. Le missile, vous voyez, on peut le tirer une fois à 72, enfin on peut l'utiliser à tous les tours, hein. Force 8, PA-2, dommage D6, et vous jetez 2 dommages, enfin 2 fois le dé, et vous gardez le plus haut résultat. Donc ça peut être assez sympathique. Par contre, la version Vendetta, hein, pour ceux qui avaient acheté des kits chez Forge World, désolé. Ceux qui avaient bricolé aussi, désolé, il n'y a plus de Vendetta. On peut pas remplacer toutes ces armes par des canons laser. Alors là, je vais pas tout vous détailler, parce qu'il y a beaucoup de versions. On peut lire un peu le canon Benblade, lourde, alors le canon bleu il est où ? Voilà, lourd 3d6, force 9, PA-3, dommage 3. Donc ce qui est assez efficace, hein, ça permet d'être une bonne plateforme. Et bien sûr, quand il bouge, il n'est pas obligé de soustraire, hein, donc il va toucher toujours sur du 4+. Ce qui est pas mal, évidemment, quand il est engagé au corps à corps, il peut reculer et quand même tirer. Donc Benblade, Benhammer, Bensword, Doomhammer. Bensword quand même qui a une bonne arme aussi. Le canon Quake qui a une force de 14. Force de 14, c'est pas mal, sachant que les dommages, ce sera minimum 3, parce que les 1 ou les 2, ce sera considéré comme un 3. Et force 14, c'est pas mal, parce que ça permet de blesser sur le 2+, tout ce qui est endurance 7, donc tout ce qui est véhicule un petit peu léger. Voilà. Alors le Hellhammer, je ne sais pas pourquoi, lui, il est à 30 points de puissance. Bon, son arme est pas mal, mais bon, le bonus de ne pas avoir de sauvegarde de couvert, je sais pas si ça vaut autant de points. Stormlost Sword, voilà, on va pas tout détailler. Donc l'arsenal de l'Imperium, ça c'est toutes les statistiques. Je vous mets bien l'image. Continue. Alors ce qu'on peut détailler par contre, c'est les équipements. Donc la lame de bulldozer, ça vous permet d'ajouter 1 au jet de touche quand vous faites une charge. Ça c'est pas mal. Panoplie d'urgence, donc vous pouvez relancer un seul jet de touche raté pour les véhicules. Donc ça peut être bien sur des armes qui tirent peu de fois. Pourquoi pas. Et le protège chenille, ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous gardez toujours votre valeur de mouvement maximum. Vous savez, hein, les véhicules, maintenant, quand ils sont endommagés, ils vont perdre leur valeur de mouvement. Et là, en fait, même quand il vous reste qu'un seul point de vie, vous avez toujours votre valeur maximum. C'est sympa, ça représente bien ce que c'est. Une belle image bien remplie, avec beaucoup de choses dessus. Alors, les doctrines régimentaires, je ne vais pas tout détailler, mais ça, c'est ce que vous choisissez donc à la création de votre armée. Donc moi, celles qui me plaisent beaucoup, évidemment, Cadian et Katachan. Alors Cadian, du coup, vous pouvez relancer les jets de touche de 1 à la phase de tir pour les unités avec cette doctrine. Il n'y a pas de limitation. Et au contraire, quand vous donnez l'ordre Anjou, qui est la même chose, hein, ça veut dire que vous allez relancer tous vos jets pour toucher. Donc là, ça veut dire que si vous donnez cet ordre-là, toute votre armée, quasiment, va relancer tous ces jets pour toucher. Donc Cadian, je pense que c'est vraiment pas mal. Enfin, c'est pour une armée qui est focalisée autant sur le tir que la garde impériale, je vois pas pourquoi on n'aurait pas envie de le jouer. Après, ce qui est sympa aussi, c'est Katachan, donc avec +1 à leur force, et après, un petit bonus aussi, ils ont
enfin ils ont capacité de faire passer toutes les armes qui ont D6 avec un dé de plus. Donc ça veut dire que lourde D6 devient lourde 2D6, etc. Et on peut même relancer un dé utilisé pour déterminer le nombre d'attaques, ce qui est quand même plutôt pas mal, il y a moyen de faire des choses. Après, je vais vous laisser lire, encore une fois, je vais pas tout vous présenter, j'ai choisi de plutôt choisir quelques points et puis d'en parler plutôt que de tout détailler. Alors là, on tombe sur l'utilisation pour moi du missile Vortex, donc vous savez, c'est sur le Death Strike, donc 3 points, quand même, c'est pas donné, mais donc vous allez ajouter 1 au jet déterminant si d'autres unités sont à 6 pouces ou moins. Ça veut dire que, bon, déjà, vous pouvez relancer les jets de touche ratée, ce qui est pas mal, et en plus, il y a une zone de tir où quand il y a des unités qui sont à 6 pouces, c'était sur un 4+, elles subissaient aussi des blessures mortelles. Là, vous pouvez ajouter +1, donc c'est pas mal. Et vous avez aussi la capacité que si une figurine n'a pas été tuée par l'attaque initiale, vous jetez un dé sur un 6, elle subit des blessures mortelles supplémentaires. Donc ça fait beaucoup de si, mais bon, déjà pouvoir relancer les jets pour toucher raté, c'est pas mal. Et étendre la capacité à mettre des blessures à côté, plus ce petit bonus, bon là ça peut commencer à être utilisable, mais ça fait quand même à mon avis assez cher. Après, à mon avis, un dessous qu'on va utiliser assez souvent, la tactique inspirée, ça permet à un officier de redonner directement un ordre supplémentaire. La petite farce du début aussi, le bombardement préliminaire, donc vous allez jeter un dé pour chaque unité, et sur un 6, elle va prendre une blessure mortelle, donc ça peut être pas mal pour commencer à entamer un petit peu tout le monde. Après, un petit truc rigolo aussi, c'est les grenadiers. Donc avant qu'une unité d'infanterie de votre armée ne tire en état d'alerte, jusqu'à 10 figurines peuvent utiliser des grenades. Donc ça peut faire une petite surprise si vous avez des grenades spéciales. Alors j'ai pas vu si on pouvait avoir des grenades anti-char sur des vétérans ou ce genre de choses, mais il y a moyen de faire une petite surprise. Ensuite là vous allez trouver les stratagèmes spécifiques pour chacun des régiments. Donc à chaque fois, ça va détailler vraiment en rapport avec le style de jeu. Donc Talarn, vous voyez, Talarn, ils sont très mobiles. Donc ce stratagème, ça vous permet en fait de mettre jusqu'à 3 unités en embuscade. Donc de pouvoir les déployer après donc à 7 pouces d'un bord de table, n'importe lequel, et à plus de 9 pouces d'unité ennemie. Donc ça, c'est pas mal aussi pour prendre des unités à revers, ça peut être sympathique. Alors ensuite, on va voir aussi les pouvoirs psychiques. Donc un pouvoir psychique, moi, qui m'a semblé pas mal. La barrière psychique, une valeur de charge de 6, et on choisit une unité à 12 pouces ou moins, et elle peut ajouter 1 à ses jets de sauvegarde. Donc ça peut être pas mal pour une unité que vous n'avez pas envie de perdre, ou ça peut être un Baneblade aussi à Stramitarum. Est-ce que ça passe? Oui, je crois que ça passe. Après, on retrouve le voile nocturne. Donc le voile nocturne, une capacité qu'on trouve, c'est la Raven Guard, chez l'Alpha Légion. Là, c'est le même système. Vous avez une unité où on aura un malus de -1 si on les tire dessus. Donc on retrouve un petit peu toujours les mêmes choses. Donc les legs de conquête, c'est les artefacts un petit peu légendaires. Donc il y en a certains qui sont réservés justement à un certain type de régiment. Donc là, vous voyez par exemple figurine de Vaalan, pistolet, bolter uniquement. Donc ça veut dire qu'il faut que la figurine soit équipée d'un pistolet bolter et vous pouvez l'échanger avec celui-ci. Donc qui est bien sûr meilleur. On va trouver différents types d'armes énergétiques en fait. Une pour Talarn, une pour Katachan et une autre aussi, ça plus classique pour toutes les unités. Moi j'aime bien ce petit côté, on personnifie à chaque fois en fonction du détachement. Alors ça va pas vous changer une partie, mais ça permet de personnaliser un petit peu plus et de s'immerger un peu plus dans l'idée du régiment et dans l'historique. Ce qui est toujours pas mal, je pense. Alors les traits de seigneur de guerre, rappelez-vous que les traits de seigneur de guerre, vous avez la possibilité soit de tirer au hasard, ou soit de choisir celui qui correspond le plus à justement ce que vous avez envie de jouer. Il peut y avoir pas mal de petites choses sympas, comme cette capacité-là, qui permet de récupérer des points de commandement. Comme on a tendance maintenant avec tous les stratagèmes à vite les consommer, je pense que ça peut être pas mal justement d'avoir des capacités qui permettent de régénérer des points de commandement plus que ce qu'on avait au début de la partie. Et ensuite, vous avez bien sûr les traits régimentaires en fonction les traits de seigneur de guerre en fonction justement du régiment que vous avez choisi et qui sont vraiment en rapport avec justement votre régiment. Donc là aussi, pas mal de choses. Et donc on arrive à la fin avec la valeur en points, donc là il y a beaucoup de choses, encore une fois, rien que sur cette double page, on pourrait y passer des heures et des heures, donc ça je vais laisser le plaisir à d'autres de le faire. Moi le but c'était vraiment de vous faire encore une fois une présentation assez rapide du codex, de voir si vous avez envie de jouer l'Astramitarum, si c'est une armée qui peut vous donner envie.
Donc là, j'ai essayé d'équilibrer un peu aussi dans cette vidéo entre un petit peu les règles, un petit peu le fluff. Hein. Donc j'espère que... alors l'équilibre, je suis sûr qu'il n'est pas encore atteint, hein, ça va demander un petit peu de pratique. Mais j'essaie de faire au mieux en fonction du temps disponible pour et à la fois vous sortir une vidéo rapidement et à la fois vous présenter quand même un petit peu plus en détail les choses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à faire de la pub pour IGTV. Et à bientôt.